Nous étions enfin arrivés à Big Bear Lake après des heures de route sinueuse à travers les montagnes. Le trajet avait été long, mais l'idée de passer un week-end tranquille dans une cabane isolée nous motivait. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Raphaël et moi. Une pause loin du chaos de la ville. Dès que nous avons aperçu la cabane au bout du chemin de terre, j'ai ressenti une étrange sérénité. Elle se trouvait en lisière d'une forêt dense, avec un petit lac à proximité. L'air y était frais, presque vivifiant. On s'est garé devant l'entrée et pendant que Raphaël déchargeait nos sacs, je faisais un rapide tour du propriétaire. La cabane semblait parfaite. Un salon avec une cheminée en pierre, une cuisine rustique mais fonctionnelle et 2 petites chambres à l'étage. Tout respirait le confort et la simplicité. Sur la table du salon, un mot de bienvenue du propriétaire nous invitait à profiter du calme et de la nature. Le genre de tranquillité qu'on ne trouve plus en ville. Le soleil déclinait déjà quand on a fini de s'installer. J'ai proposé qu'on ouvre une bouteille de vin pour célébrer le début du week-end. Raphaël, toujours partant, a allumé un feu dans la cheminée pendant que je débouchais la bouteille. On s'est installé sur le canapé, buvant tranquillement, écoutant le crépitement du bois. Après quelques verres, l'atmosphère était détendue, presque euphorique. On parlait de tout et de rien, se moquant de nos collègues et partageant des souvenirs d'enfance. La nuit était tombée complètement, et seules les flammes de la cheminée éclairaient la pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs. Vers minuit, la fatigue a commencé à se faire sentir. J'ai éteint les lumières pendant que Raphaël vérifiait les portes et fenêtres. Tout est bien verrouillé, m'a-t-il assuré en rejoignant sa chambre à l'étage. Quant à moi, j'ai traîné un peu dans le salon, profitant du silence pesant qui régnait. Pas un bruit dehors, à part le murmure lointain du vent dans les arbres. Finalement, je suis monté me coucher à mon tour. Avant d'éteindre la lampe de chevet, j'ai ressenti une étrange impression, comme si quelque chose m'épiait à travers les vitres. Mais il n'y avait rien, juste l'obscurité dense de la forêt. Je me suis persuadé que c'était la fatigue qui jouait avec mes nerfs. En fermant les yeux, je me suis dit que ce week-end serait parfait. Nous étions seuls, loin de tout, dans un coin paisible. Rien ne pouvait mal tourner. Du moins, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Je me suis réveillé tôt, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux. Tout semblait calme, presque trop calme. Je suis descendu au rez-de-chaussée, m'attendant à trouver Raphaël encore en train de dormir. Mais en arrivant dans le salon, quelque chose m'a immédiatement paru étrange. La porte d'entrée, que nous avions verrouillée la veille, était entr'ouverte. Mon cœur a fait un bond. J'étais certain que Raphaël avait tout vérifié avant d'aller se coucher. J'ai avancé lentement, hésitant, avant de jeter un coup d'œil dehors. La forêt était immobile, comme figée dans un silence oppressant. Il n'y avait aucune trace de mouvement, rien qui puisse expliquer pourquoi la porte était ouverte. « Raphaël » ai-je appelé en montant les escaliers, à moitié endormi. Il a grogné quelque chose d'inintelligible de sa chambre, visiblement encore plongé dans son sommeil. Je suis retourné au salon et ai fermé la porte à clé. Mais une sensation de malaise s'était déjà installée. Tandis que je me dirigeais vers la cuisine pour préparer du café, mes yeux se sont posés sur l'une des fenêtres du salon. Je me suis figé. Il y avait des marques de mains sur la vitre. Elles étaient floues et maladroites, comme si quelqu'un avait appuyé ses paumes sales contre le verre. Mon premier réflexe a été de penser qu'il s'agissait de traces qu'on n'avait pas remarquées la veille. Mais quelque chose n'allait pas. Ces marques n'étaient pas là quand nous étions arrivés. Je me suis rapproché pour examiner de plus près. Les empreintes semblaient récentes, encore humides par endroits. Une sueur froide a parcouru mon dos. Qui aurait pu venir ici pendant la nuit? Et surtout, pourquoi? Raphaël est descendu à ce moment-là, bâillant et se frottant les yeux. « Pourquoi tu regardes la fenêtre comme ça ?» a-t-il demandé. Je lui ai montré les empreintes, espérant qu'il aurait une explication rationnelle, mais son visage a blêmi. « Tu es sûr qu'on a bien verrouillé les portes hier soir ?» ai-je insisté. « Oui », a-t-il répondu d'une voix peu convaincue, le doute s'installant visiblement en lui aussi. Nous avons fait un tour rapide de la cabane, mais tout semblait en ordre. Il n'y avait personne dehors,
et aucune autre trace suspecte à part ces maudites empreintes. Nous avons essayé de nous convaincre que ce n'était rien, peut-être un animal ou un effet de condensation. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. Et plus je regardais ces marques, plus une question me hantait. Et si ce n'était que le début? La journée s'est écoulée lentement, une étrange tension pesant sur nous. Raphaël et moi avons essayé de nous distraire. Nous avons fait une promenade autour du lac, préparé un barbecue et bu quelques bières. Mais l'idée que quelqu'un avait pu entrer ou rôder autour de la cabane ne quittait jamais nos esprits. Chaque bruit de branches craquant sous le vent nous faisait tressaillir. Quand la nuit est tombée, nous avons de nouveau vérifié toutes les portes et fenêtres. Cette fois, nous étions encore plus minutieux, repliant la poignée plusieurs fois pour nous assurer qu'elles étaient bien fermées. Raphaël, toujours pragmatique, a proposé qu'on installe la petite caméra que j'avais apportée pour filmer quelques souvenirs du voyage. Nous l'avons placée dans le salon, face à la porte d'entrée, au cas où quelqu'un tenterait de revenir pendant notre sommeil. Les heures passaient, et l'obscurité s'épaississait à travers les fenêtres, comme si la forêt s'étendait jusque dans la cabane. Nous avons décidé de nous coucher, bien que l'inquiétude nous empêchait de vraiment nous détendre. Le silence de la nuit était si lourd que j'avais l'impression d'entendre mon propre cœur battre. C'est alors que ça a commencé. Un craquement, discret mais distinct, résonna quelque part au rez-de-chaussée. Je me suis redressé immédiatement, tous les sens en alerte. « Tu as entendu ça ?» ai-je chuchoté à Raphaël qui dormait dans la chambre voisine. Un instant plus tard, un deuxième bruit. Des pas. Lents. Pesants. Ils traversaient lentement le plancher du salon. Raphaël est sorti de sa chambre, les yeux écarquillés, tenant une lampe de poche à la main. Sans un mot, nous avons descendu les escaliers ensemble, avançant à pas feutrés. Le salon baignait dans l'obscurité, à peine éclairé par les braises mourantes dans la cheminée. Il n'y avait personne. Nous avons vérifié toutes les fenêtres et la porte. Elles étaient toujours fermées, exactement comme nous les avions laissées. Pourtant, nous étions sûrs de ce que nous avions entendu. Un frisson glacé me parcourait la nuque, comme si quelque chose nous observait, tapi dans les ombres. Raphaël, tremblant, a suggéré de regarder l'enregistrement de la caméra. Le cœur battant à tout rompre, j'ai branché l'appareil sur mon téléphone et nous avons fait défiler les images. Ce que nous avons vu nous a figés d'effroi. Pendant que nous dormions, une silhouette noire, à peine perceptible, était entrée dans le salon. Elle s'était avancée silencieusement jusqu'à nos chambres, restant immobile devant les portes pendant de longues minutes, comme si elle hésitait. Puis, elle s'était retournée lentement vers la caméra, révélant un visage pâle et inexpressif, avant de disparaître hors du champ. Aucun bruit, aucune effraction visible. Juste cette figure sinistre qui avait été là à quelques mètres de nous, alors que nous dormions profondément. J'ai senti mon estomac se nouer. Nous n'étions pas seuls, et le pire, c'est que nous ne savions pas quand cette chose reviendrait. À ce stade, rester dans la cabane n'était plus une option. Raphaël et moi savions que quelque chose de dangereux se trouvait ici, et nous devions partir immédiatement. Nous avons emballé nos affaires en vitesse, les mains tremblantes, jetant des coups d'œil nerveux aux fenêtres, comme si la silhouette de la vidéo pouvait apparaître d'un instant à l'autre. Lorsque nous avons enfin quitté la cabane, l'air glacial de la nuit nous a frappés en plein visage. La forêt était oppressante, plongée dans une obscurité impénétrable. Nous sommes montés en hâte dans la voiture, Raphaël au volant. Le moteur rugit, et sans perdre une seconde, il démarra en trombe sur le chemin de terre. Je pensais que nous étions sauvés. Mais alors que nous roulions en silence, concentrés sur la route devant nous, une sensation étrange s'est emparée de moi. Nous avancions depuis plusieurs minutes, mais le paysage autour de nous ne changeait pas. Les mêmes arbres, la même obscurité étouffante. « Tu es sûr qu'on va dans la bonne direction ?» ai-je demandé à Raphaël, une pointe de panique dans la voix. Il fronça les sourcils, le regard fixé sur la route. « Oui, je suis le GPS, ça devrait nous ramener sur la grande route. » Pourtant, plus nous avancions, plus j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Puis, après un virage serré, mon cœur s'est arrêté. La cabane était là, devant nous. « Non, c'est pas possible », ai-je murmuré, la voix étranglée par la peur.
Raphaël s'est arrêté brusquement, frappant le volant de frustration. On a pris la seule route qui sort d'ici. Ça n'a aucun sens. Déterminés à ne pas rester bloqués, nous avons fait demi-tour et pris une autre route que nous avions repérée plus tôt sur la carte. Cette fois-ci, nous roulions encore plus vite, presque au point de quitter le chemin boueux. Mais après plusieurs minutes de trajet à travers la forêt, l'impensable se produisit. Nous sommes arrivés à nouveau devant la cabane. L'angoisse me broyait l'estomac. Les phares de la voiture illuminaient la façade en bois, et tout semblait identique à l'instant où nous étions partis. La même porte, les mêmes fenêtres. Et là, sur une vitre du salon, les marques de mains sales. Raphaël et moi étions incapables de comprendre ce qui se passait. Nous tournions en rond, piégés par une force incompréhensible qui nous ramenait toujours à cet endroit maudit. Alors que nous étions toujours assis dans la voiture, sous le choc, un bruit sourd retentit à l'arrière du véhicule. Quelqu'un, ou quelque chose, avait frappé le coffre. Nous nous sommes regardés, terrifiés, avant que Raphaël ne saisisse une lampe de poche et ne sorte lentement pour vérifier. Je l'ai suivi de près, incapable de rester seul. Nous avons fait le tour de la voiture, la respiration haletante. Mais il n'y avait rien, juste la cabane, immobile et menaçante, comme si elle attendait patiemment que nous y retournions. Le froid mordait ma peau, mais ce n'était rien comparé à la peur qui me tétanisait. Nous étions pris au piège, incapables de fuir cette cabane maudite. Après quelques minutes d'hésitation, il ne nous restait qu'une seule option. Retourner à l'intérieur, espérant que la lumière et les murs nous offriraient une illusion de sécurité. Nous avons franchi la porte, la refermant à double tour derrière nous. Le silence régnait, mais il était trop lourd, presque palpable, comme si quelque chose d'invisible remplissait chaque recoin de la pièce. Nous avons vérifié une dernière fois toutes les fenêtres, les barricadant avec les meubles. Raphaël et moi étions à bout de souffle, les nerfs en lambeaux. « On doit tenir jusqu'au matin », a murmuré Raphaël, mais au fond de nous, nous savions que le temps ne signifiait plus rien ici. Quelque chose jouait avec nous, manipulant l'espace et la réalité à sa guise. Puis, les pas ont recommencé. Ils résonnaient dans le salon, juste devant nous, alors qu'il n'y avait personne. Le plancher grinçait sous un poids invisible, avançant lentement, avec une précision glaçante. Mon cœur battait à tout rompre, et je sentais le sang quitter mon visage. Raphaël saisit un tisonnier près de la cheminée, prêt à se défendre, bien que nous n'ayons aucune idée de contre quoi nous allions nous battre. Et puis, une porte claqua à l'étage. Nous avons sursauté, le bruit déchirant le silence comme un coup de tonnerre. Quelqu'un ou quelque chose était en haut. Raphaël, le visage livide mais déterminé, m'a lancé un regard. On doit voir ce que c'est. À contre-cœur, j'ai acquiescé. Nous avons monté les escaliers lentement, chaque marche grinçant sous nos pieds tremblants. Une fois au palier, nous avons découvert que la porte de ma chambre était grande ouverte. À l'intérieur, la pièce semblait inchangée, mais sur le lit, une chose glaçante nous attendait. Mon sac, que j'avais laissé dans la voiture, était posé là, grand ouvert. Raphaël et moi étions paralysés. Comment mon sac avait-il pu arriver ici? Quelqu'un l'avait apporté, quelqu'un qui nous observait et savait exactement ce que nous faisions à chaque instant. C'est alors que nous avons entendu un chuchotement. Il venait du coin de la pièce, à peine audible, comme une voix lointaine, mais suffisamment claire pour nous glacer le sang. « Vous ne partirez jamais. » Mon sang s'est figé. Raphaël et moi avons échangé un regard horrifié, puis nous nous sommes rués vers la sortie. Mais à ce moment précis, la porte d'entrée en bas s'est refermée avec un fracas assourdissant, et la lumière s'est éteinte, nous plongeant dans une obscurité totale. Dans le noir, le son des pas résonnait à nouveau. Mais cette fois, ils étaient partout autour de nous. Des ombres se déplaçaient, invisibles mais présentes, et un ricanement sinistre nous enveloppait, comme si la cabane elle-même se moquait de notre désespoir. Nous avions enfin compris, il n'y avait pas de fuite possible. La cabane n'était pas un simple lieu. Elle était vivante, une entité malveillante qui se nourrissait de nos peurs, nous condamnant à errer entre ses murs pour l'éternité. Et dans ce silence oppressant, nous savions qu'elle nous attendait. Elle avait toujours attendu. Je fais souvent des courses de nuit. Ça paie bien, et les rues sont généralement calmes,
mais j'évite toujours certains endroits. Mulholland Drive en fait partie. Cette route sinueuse, perchée sur les collines de Los Angeles, traîne une réputation sombre. On raconte des histoires d'accidents mortels et d'apparitions mystérieuses. Pourtant, cette nuit-là, une notification apparaît sur mon téléphone. Une nouvelle course, sur Mulholland Drive. J'ai hésité. Une alerte intérieure me disait de ne pas y aller, mais la curiosité l'a emporté. Ce n'est qu'un trajet de quelques minutes, me suis-je dit pour me rassurer. Le compteur tournait, et plus vite je finirais cette course, plus vite je rentrerais chez moi. J'ai accepté la demande. Je suis arrivé au point de rendez-vous, juste au bord de la route, là où les lampadaires projettent une lumière faible et tremblotante. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle se tenait immobile, presque figée dans l'obscurité, une silhouette blanche, fine et silencieuse. Elle portait une longue robe légère, comme celle qu'on verrait dans un film ancien. Pas de sac à main, rien d'autre, juste elle. Je me suis penché pour ouvrir la portière. « Bonsoir, c'est pour vous ?» ai-je demandé, tentant de briser le silence. Elle a hoché la tête sans un mot et s'est installée à l'arrière, en fermant doucement la porte derrière elle. Son parfum était étrange. Une odeur légère mais indéfinissable. Un mélange de terre humide et de fleurs fanées. J'ai essayé de détendre l'atmosphère avec une question banale. « Vous allez loin ?» Mais elle n'a pas répondu. À la place, elle a simplement levé un doigt vers le GPS de l'application, indiquant un endroit précis. Une encoche isolée, au bord d'un des nombreux virages dangereux de la route. Le silence qui régnait dans la voiture était presque palpable, étouffant. Tout ce qu'on entendait, c'était le ronronnement du moteur et le bruit régulier de mes essuie-glaces, car un léger brouillard commençait à se lever. Je me suis concentré sur la route, mais je sentais son regard fixé sur moi à travers le rétroviseur. Chaque minute de ce trajet me paraissait une éternité. Il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Quelque chose qui me donnait l'impression d'être en présence de quelqu'un qui n'appartenait pas vraiment à ce monde. Mon instinct me criait de faire demi-tour, de l'abandonner là. Mais je ne pouvais pas. Nous approchions enfin du point d'arrivée. Les lumières de la ville avaient disparu derrière nous, et tout autour, il n'y avait que la pénombre et le vide. Quand j'ai arrêté la voiture, je me suis tourné vers l'arrière pour lui dire que nous étions arrivés. Et c'est là que tout a commencé. Je me suis tourné vers le siège arrière pour lui annoncer que nous étions arrivés. « C'est ici », ai-je dit, même si ma voix tremblait légèrement. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Elle n'était plus là. Le siège arrière était vide, comme si elle n'y avait jamais été. Pas de bruit de portière qui s'ouvre, pas de traces d'un pas sur le gravier humide, rien. J'ai cligné des yeux, pensant avoir rêvé. Comment aurait-elle pu sortir du véhicule sans que je m'en rende compte? Je suis resté assis, paralysé, mes doigts crispés sur le volant. Peut-être qu'elle était sortie pendant que je regardais mon téléphone pour terminer la course sur l'application. Oui, ça devait être de ça. Ou du moins, c'est ce que je voulais croire. Je suis sorti de la voiture, regardant autour de moi. Le brouillard s'était épaissi, enveloppant la route d'un voile oppressant. Je ne voyais qu'à quelques mètres devant moi, et tout était incroyablement silencieux, à part le vent léger qui soufflait sur les collines. Aucun signe d'elle, ni à gauche, ni à droite, ni en bas de la pente qui s'étendait en contrebas. J'ai crié dans la nuit, « Madame, vous êtes là ?» Mais seul l'écho de ma propre voix m'a répondu, se perdant dans le vide. Le silence qui suivit fut encore plus lourd, comme si la route elle-même retenait son souffle. Je suis retourné à la voiture, inquiet. J'ai vérifié l'application pour voir si la course avait bien été terminée, et c'est là que quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. La course apparaissait toujours en cours. Le GPS indiquait que j'étais arrivé au bon endroit, mais la notification pour terminer le trajet ne s'affichait pas. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Était-elle seulement réelle? Avais-je rêvé, cette rencontre étrange? Je suis monté précipitamment dans la voiture, claquant la portière derrière moi, et j'ai enclenché le moteur. Alors que je m'apprêtais à faire demi-tour, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Dans le brouillard épais, j'ai cru apercevoir une silhouette blanche, immobile au bord de la route, là où je l'avais laissée. J'ai cligné des yeux,
Mais elle avait disparu. Plus rien. Juste le brouillard et l'obscurité. Le souffle court et les mains tremblantes, j'ai accéléré. Je devais partir, le plus loin possible de cet endroit maudit. Mais même en m'éloignant à toute vitesse, une pensée persistante s'infiltrait dans mon esprit. Et si elle n'était jamais vraiment partie? Les jours suivants, je me suis efforcé d'oublier cette nuit troublante. J'ai essayé de reprendre le cours normal de ma vie, mais la Mulholland Drive semblait me hanter. Chaque fois que je regardais mon téléphone, une nouvelle notification apparaissait, m'appelant à revenir là-bas. Au début, j'ai ignoré ces demandes. Chaque alerte était comme un coup de poignard dans mon ventre. Comment pouvais-je retourner sur cette route sinistre? Pourtant, le besoin de comprendre ce qui s'était passé me rongeait de l'intérieur. Je ne pouvais pas croire que cette femme mystérieuse n'était rien d'autre qu'un simple mirage. J'étais convaincu qu'il devait y avoir une explication. Après quelques nuits d'angoisse et d'hésitation, je suis finalement passé à l'acte. La curiosité l'a emporté sur la peur. Je suis monté dans ma voiture, mon cœur battant à tout rompre, et j'ai accepté l'une des courses qui me menait à Mulholland Drive. Les phares de ma voiture perçaient le brouillard, mais l'atmosphère restait pesante. À chaque virage, je sentais le poids de l'angoisse sur mes épaules. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Quand je suis arrivé au point de rendez-vous, mes mains étaient moites et mon cœur palpitait comme un tambour. Mais ce qui m'a accueilli à cet endroit était bien plus étrange que ce à quoi je m'attendais. Le GPS indiquait que j'étais arrivé, mais tout autour, il n'y avait rien d'autre que le vide. Pas de passagers, pas de lumière, juste l'obscurité oppressante qui semblait m'engloutir. Mon esprit tournait en rond, cherchant une explication logique. Avais-je fait une erreur? Y avait-il eu une confusion dans l'application? Je suis resté là, scrutant la route avec impatience, espérant voir apparaître cette silhouette blanche. Chaque minute s'écoulait comme une éternité. Je suis sorti de la voiture, mes jambes tremblantes. La fraîcheur de la nuit m'a frappé comme une gifle. Alors que je marchais le long de la route, j'ai senti un frisson parcourir mon dos, comme si une présence invisible m'observait. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Juste le bruit du vent qui soufflait à travers les arbres. Dans un moment de désespoir, je suis retourné à la voiture. En ouvrant la portière, j'ai remarqué un objet glissé sur le siège arrière. C'était une fine bande de satin blanc, semblable à celle qu'elle portait dans les cheveux. J'ai immédiatement ressenti une onde de choc me traverser. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle était-elle vraiment là? Je l'ai prise entre mes doigts, et la faisant glisser doucement, comme si je touchais quelque chose de tangible, un souvenir. À partir de ce moment, je savais que je ne pourrais plus ignorer les signes. Les courses continuèrent d'affluer. Chaque nuit, je revenais, poussé par une force inexplicable. Mais à chaque fois, je ne trouvais que le vide. Et ce vide, lentement, commençait à m'aspirer. J'étais devenu un fantôme de mes propres peurs, errant sur cette route maudite, à la recherche de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Je n'avais pas seulement perdu une passagère cette nuit-là. J'avais perdu mon chemin. Et chaque retour me rapprochait un peu plus d'une vérité terrifiante. Après plusieurs nuits à errer sur Mulholland Drive sans trouver de réponse, un jour, quelque chose de vraiment perturbant s'est produit. Alors que je pensais avoir atteint le summum de la terreur et de l'incertitude, mon téléphone a vibré, me tirant de mes pensées sombres. Une nouvelle notification de l'application de covoiturage est apparue, comme si elle se moquait de moi. Une autre course vers le même endroit. Cette fois, je ne pouvais pas l'ignorer. Une sorte d'angoisse enivrante et une étrange détermination se sont mêlées en moi. J'ai accepté la course, mon cœur battant dans ma poitrine, et j'ai pris la route une fois de plus. Le trajet me semblait interminable, chaque virage éveillant en moi la peur de ce qui pourrait se passer cette fois. Mais au fond, je voulais comprendre. Je voulais savoir si elle réapparaîtrait, si elle se montrerait enfin. Quand je suis arrivé au point de rendez-vous, j'ai eu l'impression que la nuit était encore plus sombre que d'habitude. Les étoiles brillaient faiblement, et le brouillard s'était épaissi, enveloppant la route dans une obscurité presque palpable. J'ai garé la voiture et suis sorti, le cœur lourd d'anticipation. Mais encore une fois, il n'y avait rien. Aucune silhouette, aucun signe de vie,
Juste le silence inquiétant de la nuit. Je me suis retourné pour entrer dans la voiture, quand soudain, mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai regardé l'écran et un frisson m'a traversé le corps. C'était un message, mais pas de l'application. C'était un numéro inconnu, sans nom. La première phrase m'a glacé le sang. « Je suis là, mais tu ne me vois pas. » Mon cœur a commencé à battre la chamade et une vague de panique m'a envahi. Qui était cette personne? Comment savait-elle où j'étais? J'ai commencé à frissonner alors que je réalisais que le message avait été envoyé exactement au moment où je suis arrivé. Le message suivant est arrivé presque immédiatement. « Regarde derrière toi. » Je me suis retourné, le souffle court. Les ombres dans le brouillard paraissaient se mouvoir. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, mais il n'y avait toujours rien, juste le vide oppressant. J'ai ouvert l'application pour voir si des informations supplémentaires avaient été ajoutées, mais l'écran était figé, affichant uniquement la dernière course sans réponse. Un autre message a vibré dans ma main. « Tu as besoin de venir ici. Je ne suis pas seul. » Chaque mot résonnait dans mon esprit comme un écho sinistre. Mon instinct me criait de fuir, mais la curiosité, le désir de comprendre ce qui se passait, me maintenaient sur place. Une partie de moi voulait croire que tout cela n'était qu'une farce, un cauchemar dont je pourrais bientôt me réveiller. Mais une autre partie, plus profonde, savait que quelque chose de terrible se passait. Je suis monté dans la voiture, le cœur battant. J'ai décidé de partir, mais avant de mettre le contact, j'ai regardé à nouveau le rétroviseur. Les lumières des phares perçaient le brouillard, et pour une fraction de seconde, j'ai cru voir la silhouette blanche. J'ai cligné des yeux et, comme toujours, elle avait disparu. Mon téléphone a vibré une fois de plus, et je me suis précipité pour le regarder. « Tu es si près, mais tu ne le sais pas. » Ces mots étaient écrits en lettres capitales, presque comme un cri désespéré. L'angoisse et la terreur montaient en moi. Pourquoi continuais-je à retourner là-bas? Qu'est-ce qui m'attendait vraiment sur cette route maudite? Je savais que je ne pouvais pas fuir indéfiniment. Quelque chose m'appelait, et chaque message me rapprochait un peu plus de la vérité terrifiante que je n'étais pas prêt à affronter. Une nuit, après des jours de messages troublants et de courses sans fin, j'ai décidé qu'il était temps de mettre un terme à ce cauchemar. Les mots inscrits sur mon téléphone résonnaient encore dans ma tête. « Tu es si près, mais tu ne le sais pas. » J'étais fatigué d'être un pion sur ce plateau de jeu macabre. J'allais affronter cette ombre qui me hantait. Je suis monté dans ma voiture, le cœur lourd mais résolu. J'ai démarré le moteur et me suis dirigé une dernière fois vers Mulholland Drive. Les routes sinueuses, souvent si sereines, me semblaient maintenant être un chemin vers l'inconnu. Chaque virage me faisait trembler, mais cette fois je n'allais pas fuir. J'allais comprendre ce qui se passait. À mon arrivée, l'atmosphère était différente. Un silence pesant pesait sur la route. Le brouillard était plus épais que jamais, et la lune se cachait derrière des nuages sombres, projetant des ombres inquiétantes sur le bitume. Je me suis garé au même endroit où tout avait commencé, et j'ai pris une profonde inspiration. Le moment de vérité était enfin là. J'ai ouvert l'application et accepté la course. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais pas reculer maintenant. Une fois encore, je suis sorti de la voiture, me tenant au bord de l'abîme, scrutant l'obscurité. J'ai crié « Si tu es là, montre-toi ». La nuit m'a répondu par un silence glacial. Soudain, une vibration m'a surpris. C'était un message. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Mon sang s'est glacé. Avant même que je puisse réagir, une silhouette blanche a émergé du brouillard. C'était elle, la femme de la nuit fatidique, vêtue de la même robe blanche, c'est très flou dans la brume. Mon esprit était en ébullition entre fascination et terreur. « Que veux-tu de moi ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle ne répondit pas, mais ses yeux d'un bleu glacé semblaient percer mon âme. Je pouvais sentir une tristesse infinie émaner d'elle, comme si elle était piégée entre deux mondes. Je suis ici, mais je ne peux pas rester. À ce moment-là, un vent glacial s'est levé, et j'ai ressenti une pression intense autour de moi, comme si quelque chose cherchait à m'engloutir. L'obscurité semblait s'épaissir, se rapprochant de moi. J'ai réalisé que cette apparition n'était pas simplement une passagère. Elle était un avertissement, une âme tourmentée qui cherchait de l'aide.
Des souvenirs de la nuit où elle était montée dans ma voiture m'ont envahi. Je me suis rappelé de ce que j'avais ressenti. C'était comme si elle cherchait quelque chose, peut-être la paix. L'angoisse dans son regard était palpable. « Qu'est-ce qui t'arrive » ai-je demandé, le cœur serré. Elle m'a alors montré une vision, un accident tragique, une voiture tombant du précipice, des cris étouffés, une vie perdue dans l'obscurité. Mon estomac s'est noué. J'ai compris qu'elle était coincée ici à cause d'une tragédie non résolue. Elle cherchait désespérément à faire savoir qu'elle avait besoin d'aide. Poussé par une impulsion soudaine, j'ai tendu la main vers elle, mais elle s'est reculée, comme si une barrière invisible la séparait de moi. Je ne peux pas rester. Mon âme ne repose pas tant que la vérité n'est pas révélée. Ces paroles résonnaient dans ma tête, chaque syllabe frappant comme un coup de marteau. Avec un dernier souffle, elle a disparu dans la brume, et je me suis retrouvé seul, les mains tremblantes. Mais quelque chose avait changé en moi. La terreur s'était transformée en détermination. Je savais maintenant ce que je devais faire. Je devais découvrir la vérité derrière son décès. Résoudre ce mystère pour qu'elle puisse enfin reposer en paix. J'ai quitté Mulholland Drive avec une nouvelle mission, mais aussi une nouvelle compréhension de la tragédie. Chaque course, chaque message, chaque apparition ne faisait pas que m'effrayer. Il m'avait conduit à une révélation nécessaire. J'étais désormais déterminé à donner une voix à ceux qui n'en avaient plus. Même si cela signifiait plonger dans les ténèbres à la recherche de la lumière. Nous avions décidé, moi et ma femme, de visiter Bodie, cette vieille ville fantôme du nord de la Californie. On en avait entendu parler comme d'un endroit figé dans le temps, un véritable musée à ciel ouvert, où chaque maison, chaque rue semblait avoir été abandonnée du jour au lendemain. Ça paraissait fascinant, une ville entière désertée, suspendue dans une époque révolue. Dès que nous avons mis les pieds sur le sol poussiéreux de Bodie, j'ai ressenti une sorte de poids dans l'air. Peut-être que c'était la chaleur sèche ou le silence presque assourdissant qui régnait entre les bâtiments en bois délavés par le temps, mais il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose de trop calme. La guide touristique nous parlait de l'histoire de la ville, des mineurs qui l'avaient construite, de ceux qui y avaient vécu, et de la façon dont elle avait été abandonnée presque du jour au lendemain à cause de la ruée vers l'or qui s'était déplacée ailleurs. Mais mes pensées étaient ailleurs. Je ne pouvais m'empêcher de sentir ce calme oppressant autour de nous. Après un moment, la guide nous laissa explorer à notre guise, nous permettant de nous aventurer dans certaines des vieilles maisons. C'est à ce moment-là que, guidés par une curiosité presque enfantine, nous avons décidé de nous éloigner un peu du groupe. Nous nous sommes engagés dans une petite rue latérale, loin des voix des autres visiteurs. C'était comme si nous entrions dans un autre monde. Les maisons semblaient plus sombres, plus éloignées, et l'atmosphère plus lourde encore. Et puis, au détour d'une rue, nous sommes tombés sur quelque chose d'inattendu. Là, au milieu de nulle part, un petit parc de jeux. Un toboggan rouillé, des balançoires usés, comme figés dans le temps, eux aussi. L'un des balançoires pourtant bougeait lentement, un mouvement doux et régulier, comme si quelqu'un venait tout juste de s'y asseoir. Mais il n'y avait personne. J'ai immédiatement senti un frisson me parcourir le dos en voyant ce vieux balançoire se mouvoir tout seul. Ma femme l'a remarqué aussi, et sans dire un mot, nous nous sommes rapprochés, comme attirés par une curiosité que nous aurions dû réprimer. Le parc entier semblait plongé dans une sorte d'aura étrange, comme si le temps avait cessé de s'écouler à cet endroit précis. Chaque objet, chaque jeu était rongé par la rouille et l'usure du temps. Mais ce balançoire, il continuait de bouger doucement, émettant un grincement léger, presque imperceptible, mais suffisamment présent pour nous rendre nerveux. « C'est le vent », ai-je murmuré, plus pour me rassurer que pour convaincre ma femme. Mais il n'y avait aucun souffle, pas un brin de vent. L'air était sec et immobile, si lourd qu'il semblait étouffer le moindre son. Pourtant, le balançoire se balançait encore. Soudain, un éclat de rire a brisé le silence. Un rire d'enfant, distant, mais clair. J'ai regardé autour de nous, cherchant d'où ça pouvait venir, mais il n'y avait personne, juste ces vieilles structures abandonnées. J'ai croisé le regard de ma femme,
et je pouvais lire dans ses yeux la même incompréhension et l'inquiétude que je ressentais. Nous étions seuls, perdus dans cette rue oubliée, et pourtant ce rire continuait de résonner, comme un écho venu de nulle part. « Il faut qu'on s'en aille !» m'a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. J'ai hoché la tête. Ce n'était plus une exploration fascinante d'une ville fantôme, c'était devenu quelque chose de plus sombre, de plus oppressant. Nous avons commencé à nous éloigner du parc, tentant de retrouver le chemin qui menait à la rue principale, là où se trouvait le reste du groupe. Mais au fur et à mesure que nous avancions, le rire se rapprochait, toujours aussi léger, toujours aussi enfantin. Je me suis retourné plusieurs fois, jetant des coups d'œil derrière nous, mais il n'y avait rien. Juste ces vieilles maisons, silencieuses et immobiles, témoins muets de ce qui se passait. Nous avons accéléré le pas, nos cœurs battant à tout rompre. Chaque bruit, chaque grincement de plancher sous nos pieds résonnait comme un avertissement. Plus nous marchions, plus le sentiment que quelque chose nous suivait grandissait. Ce n'était plus seulement des rires lointains. C'était une présence invisible, mais terriblement proche. Les rues, qui d'abord semblaient si simples à naviguer, devenaient un labyrinthe. Chaque tournant nous ramenait inévitablement vers le même endroit. Le parc et ses balançoires qui grinçaient encore doucement dans le silence oppressant de la ville. Nous tournons en rue, et je dis d'une voix rauque, essayant de comprendre ce qui se passait. Ma femme ne répondait pas, ses yeux grands ouverts fixaient la route devant nous, comme si elle espérait que la prochaine rue serait enfin la bonne. Mais, chaque fois que nous pensions avoir pris un chemin différent, nous finissions par revenir à ce même carrefour. Le parc semblait nous appeler, comme s'il voulait que nous y retournions, que nous regardions encore ce balançoire qui ne s'arrêtait jamais de bouger. Et puis, les rires ont repris, plus proches cette fois, presque à portée de main. C'était un rire joyeux, mais il y avait quelque chose de profondément perturbant dans la façon dont il flottait dans l'air, sans corps, sans origine. Mon instinct me criait de courir, mais quelque chose m'en empêchait. Peut-être la peur de m'égarer encore plus dans cette ville fantôme. Peut-être la peur que si nous fuyions, cette chose qui riait se montrerait enfin. Ma femme a pris ma main, la serra fermement. On doit partir d'ici, maintenant. Elle avait raison, bien sûr, mais chaque tentative pour quitter cet endroit semblait vouée à l'échec. Le plus étrange, c'est que plus nous nous éloignions du parc, plus la ville entière semblait se refermer sur nous, comme si les ruelles étroites et les maisons délabrées étaient en train de nous emprisonner. Et à chaque nouveau détour, les rires se rapprochaient. Quand la nuit est finalement tombée, nous avions réussi à sortir de Bodhi. Du moins, c'est ce que nous pensions. Épuisés et encore secoués par l'expérience, nous avons décidé de camper à quelques kilomètres de la ville, à une distance qui nous semblait suffisante pour échapper à l'étrange atmosphère qui nous oppressait. Nous avons monté la tente en silence, jetant de temps en temps des coups d'œil vers la direction de Bodhi, bien que nous ne puissions plus apercevoir la ville dans l'obscurité. Mais même en étant loin, une partie de moi sentait que nous n'étions pas complètement partis. La nuit était froide et le vent avait finalement commencé à souffler légèrement, faisant frissonner les arbres autour de notre camp. Nous nous sommes blottis dans nos sacs de couchage, essayant de trouver un peu de réconfort dans cette normalité apparente. Mais à peine avions-nous commencé à nous assoupir que je l'ai entendu. Un murmure, puis un léger rire. Ce même rire d'enfant qui nous avait suivis toute la journée. Je me suis redressé brusquement, mon cœur battant à tout rompre. Ma femme s'est réveillée à son tour, les yeux écarquillés, et j'ai su qu'elle avait entendu la même chose. Avant même que nous puissions réagir, il y a eu un froissement à l'extérieur de la tente, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait lentement autour de nous. Puis une petite voix s'est élevée, douce, presque plaintive. « Vous voulez jouer avec moi ?» La voix semblait provenir directement de l'extérieur de la tente, juste à côté de nous. Ma femme a étouffé un cri et s'est agrippée à moi, terrifiée. Je n'osais pas bouger, mon esprit en proie à un mélange de confusion et de peur pure. Qui était là dehors? Comment cela pouvait-il nous avoir suivis? Nous étions seuls, au milieu de nulle part, et pourtant, cette voix semblait si proche, si réelle.
J'ai pris une grande inspiration et lentement, j'ai tiré la fermeture éclair de la tente pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Au début, je ne voyais rien, seulement l'obscurité dense et les arbres silencieux qui se balançaient légèrement dans la brise. Mais ensuite, je l'ai aperçue. Une petite silhouette, à peine visible dans l'ombre, se tenait à quelques mètres de notre tente. Elle ne bougeait pas, elle nous regardait simplement, silencieuse, mais je pouvais sentir ses yeux braqués sur nous. « Vous voulez jouer ?» La voix se fit entendre de nouveau, glaciale et irréelle. Nous n'avons pas attendu plus longtemps. Mon instinct me hurlait de fuir, de partir immédiatement, et visiblement, ma femme ressentait la même chose. Nous avons rapidement rassemblé nos affaires, à peine capables de réfléchir correctement, tant la peur nous enserrait. Chaque bruit, chaque mouvement dehors semblait amplifié, comme si la présence qui rôdait autour de nous se rapprochait à chaque seconde. La petite silhouette restait là, immobile, nous fixant sans un mot de plus, mais sa simple présence était suffisante pour nous paralyser. Une fois dans la voiture, nous avons démarré en trombe, laissant derrière nous le campement à moitié démonté. La route devant nous était sombre, à peine visible sous la faible lueur de nos phares, mais peu importait. Il fallait simplement partir. Quitter cet endroit, fuir le plus loin possible. Mais quelque chose n'allait pas. Alors que nous roulions à toute vitesse, une sensation étrange s'est installée, un sentiment que la route ne menait nulle part. « Ça fait trop longtemps !» a murmuré ma femme après un moment, ses mains tremblantes serrées sur son siège. Elle avait raison. Cela faisait des kilomètres que nous roulions, mais il n'y avait aucun signe de civilisation. Pas de croisement, pas de maison, rien. Juste cette route interminable, noire, qui serpentait à travers le désert. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et mon cœur a manqué un battement. Derrière nous, dans l'obscurité, j'avais l'impression de voir une forme, une silhouette à peine visible dans l'ombre, qui nous suivait. C'était elle, j'en étais sûr. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, mais plus nous roulions, plus la sensation que nous étions piégés grandissait. Comme dans la ville de Bodhi, nous étions coincés, pris dans un cercle sans fin. À chaque virage, à chaque détour, la route semblait nous ramener toujours au même endroit. Et finalement, après ce qui semblait être des heures de conduite, la vérité nous frappa de plein fouet. Devant nous, dans la lumière de nos phares, la silhouette familière des vieilles maisons en bois apparut. Nous étions de retour à Bodhi. La panique monta d'un coup, mon esprit se brouillant sous le choc de l'impossible. Comment était-ce possible? Comment avions-nous pu revenir ici alors que nous avions roulé si longtemps? Avant que nous puissions trouver une réponse, le rire d'enfant résonna de nouveau, tout autour de nous. Cette fois, il n'était plus distant. Il nous encerclait, venant de toutes les directions à la fois. Ma femme et moi nous sommes regardés, nos visages blanchis par la terreur. Puis, dans l'obscurité, la petite voix s'éleva de nouveau. « Vous ne pouvez pas partir. Vous voulez jouer avec moi. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Nous étions piégés. Nous étions enfin arrivés au parc national de Yosemite, après des semaines de planification. Moi, Lucas, avec mes amis Bianca, Mariana, Joao et Gabriel, étions impatients de passer quelques jours loin de tout, complètement coupés de la civilisation. C'était l'idée de Gabriel, cet acolyte de longue date, toujours à la recherche d'une aventure plus sauvage que la précédente. Dès que nous avons mis le pied dans cette étendue boisée, j'ai ressenti cette liberté rare. Ce souffle de fraîcheur que seule la nature pure et brute peut offrir. Nous avons trouvé une petite clairière idéale pour monter le camp. Les arbres s'élevaient autour de nous, leurs troncs massifs semblant presque protecteurs, mais étrangement oppressants à la fois. Leurs branches tordues filtraient la lumière du soleil de l'après-midi, créant des jeux d'ombre mouvantes sur le sol. Mariana a plaisanté sur le fait que cela ressemblait à une scène d'un film d'horreur. Mais nous avons tous ri et continué à installer les tentes. Le feu de camp crépitait joyeusement, nous réchauffant dans l'air frais du début de soirée. Assis autour de la chaleur, nous avons commencé à partager des histoires et des rires, savourant ce moment loin de nos téléphones et des responsabilités du quotidien. La forêt autour de nous était calme, à l'exception du bruissement occasionnel des feuilles sous l'effet du vent, un calme apaisant, presque trop calme.
Je me suis allongé sur le sol, les bras croisés derrière ma tête, et j'ai regardé les étoiles commencer à percer la voûte céleste. Tout semblait si parfait. Mais parfois, quand l'atmosphère est trop paisible, un étrange malaise peut surgir sans prévenir. C'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Une sensation bizarre, comme si quelque chose nous observait. J'ai balayé du regard les ombres autour du camp, mais tout semblait normal. Pourtant, ce sentiment persistant ne voulait pas me quitter. Je me suis redressé légèrement pour voir les autres, et c'est là que Bianca a brisé le silence. « Vous avez vu ça ?» Sa voix était basse, presque hésitante, mais je pouvais y déceler une pointe de peur. Elle fixait quelque chose dans la forêt, juste au-delà de la portée de la lumière du feu. Nous nous sommes tous tournés vers Bianca, nos rires mourant instantanément. Elle fixait un point sombre entre les arbres, les sourcils froncés, les yeux écarquillés comme si elle essayait de discerner quelque chose dans l'obscurité. « Quoi? Qu'est-ce que t'as vu ?» demanda Joao, sa voix se forçant à rester légère, mais il y avait déjà une tension palpable. Bianca n'a pas répondu tout de suite. Elle a simplement pointé du doigt, et c'est là que je l'ai vue aussi. Une silhouette, juste à la lisière de la lumière du feu, presque invisible, fondue dans les ombres. C'était immobile, figé comme si elle se fondait dans le paysage, mais c'était indéniablement une forme humaine. Pas un animal, pas un jeu de lumière. Quelqu'un était là, debout entre les arbres, à nous observer. Le silence entre nous est devenu pesant. Je pouvais entendre mon propre souffle, un peu plus rapide que je ne l'aurais voulu. Gabriel s'est levé, les mains sur les hanches, plissant les yeux pour mieux voir. « Hé, qui est là ?» a-t-il crié, sa voix résonnant étrangement dans le calme de la forêt. Aucune réponse. La silhouette n'a pas bougé. Elle restait là, sileuse, comme si elle attendait. Une sueur froide s'est mise à perler dans ma nuque. Nous étions à des kilomètres du campement principal, dans une zone où personne ne venait habituellement camper. Alors, qui diable pouvait être là, debout dans l'obscurité, à nous observer sans dire un mot? Peut-être que c'est un autre randonneur, a murmuré Mariana, mais sa voix manquait de conviction. Tout en elle trahissait l'inquiétude. Les randonneurs normaux ne se cachent pas dans les ombres, ne restent pas là à observer en silence comme ça. Bianca, toujours assise, ne pouvait plus détacher son regard de la silhouette. « Ça fait combien de temps qu'il est là, tu penses ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. À cette question, je n'ai pu m'empêcher de frissonner. Depuis combien de temps était-il là, à nous observer sans qu'on s'en aperçoive? Gabriel s'est dirigé vers les arbres, une démarche volontaire mais maladroite, comme s'il essayait de dissimuler son malaise. « Je te parle !» cria-t-il de nouveau, mais au moment où il a franchi la lumière du feu, la silhouette a disparu. Juste, comme ça, comme si elle n'avait jamais été là. Le silence qui s'en est suivi est encore plus oppressant. Personne ne parlait. Même Gabriel, d'habitude si sûr de lui, restait immobile, fixant l'endroit où la silhouette avait disparu. C'était comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Le lendemain matin, nous étions tous un peu nerveux, mais nous avons décidé de profiter de la journée pour explorer les environs. L'angoisse de la nuit précédente flottait toujours dans l'air, mais nous avons essayé de mettre nos préoccupations de côté. Après un bon petit déjeuner autour du feu, nous avons rassemblé nos affaires et avons pris la direction d'un sentier qui serpentait à travers la forêt dense. Le soleil brillait haut dans le ciel et la chaleur de la lumière semblait atténuer un peu notre anxiété. Nous avons ri et plaisanté, mais même dans les moments de joie, je pouvais sentir un malaise persistant, comme une ombre qui planait sur nous. Chaque bruit soudain dans les sous-bois faisait sursauter nos cœurs. Après 1 heure de marche, nous avons bifurqué sur un chemin moins fréquenté, moins marqué, dans l'espoir de trouver quelque chose de nouveau. C'est alors que nous avons vu la tente. À première vue, elle semblait abandonnée, recouverte de feuilles et de débris. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que je m'approchais. « Ça n'a pas l'air très accueillant », a murmuré Joao, sa voix trahissant un mélange de curiosité et de crainte. En nous approchant, nous avons remarqué que la tente était en assez bon état, mais il n'y avait aucune trace de campement autour. Pas de feu, pas de chaise, juste une tente solitaire perdue dans l'immensité de la forêt. J'ai commencé à ressentir un frisson d'inquiétude,
une intuition que quelque chose n'allait pas. Pourquoi une tante serait-elle laissée ici, isolée, sans personne à proximité? Gabriel, prenant les devants, a décidé d'ouvrir la tente. À l'intérieur, c'était un véritable désastre. Des affaires personnelles étaient éparpillées partout. Des vêtements, une bouteille d'eau vide, un vieux portable à moitié cassé. Mais ce qui nous a vraiment frappé, c'était le journal posé sur le sol, comme si quelqu'un avait été interrompu en plein milieu de son écriture. J'ai pris le journal et l'ai ouvert. Les pages étaient jaunies, remplies d'écritures serrées, presque désespérées. Chaque ligne racontait l'histoire d'une personne qui avait passé du temps ici, décrivant des journées passées à se promener dans la forêt, à observer la beauté de la nature. Mais plus je lisais, plus le ton devenait sombre. Les entrées parlaient d'une présence, d'une ombre qui rôdait autour du campement. Le dernier passage, griffonné à la hâte, a fait grimacer mes compagnons. Il disait « Ils sont là. Ils viennent. » À ce moment-là, un silence pesant s'est installé. Nous avons échangé des regards, chacun conscient de l'anxiété qui nous enveloppait. Nous étions en plein territoire inconnu, dans une forêt qui, à la lumière du jour, semblait accueillante, mais qui, à la nuit tombée, pourrait cacher bien plus que ce que nous imaginions. Un frisson de peur a parcouru mon échine. Qui était-il? Et pourquoi cette personne avait-elle quitté tout cela ici? Nous avons quitté la tente en silence, le journal serré dans ma main, comme une preuve tangible d'un mystère que nous n'étions pas préparés à affronter. Alors que nous nous éloignions, une angoisse sourde commençait à me ronger. Chaque craquement de branches et chaque murmure du vent semblait amplifié, comme si la forêt elle-même écoutait nos pas. J'ai essayé de rassurer les autres, mais les mots ne sortaient pas. De retour à notre camp, nous avons décidé de passer le reste de la journée à nous reposer et à discuter. Mais il était clair que la découverte de la tente nous avait tous affectés. Nous avons essayé de rire, de jouer, de nous concentrer sur les plaisanteries habituelles, mais cela ne fonctionnait pas. L'ombre de la nuit prochaine se profilait déjà, et elle apportait avec elle une terreur que je ne pouvais ignorer. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, la tension est devenue presque palpable. Nous avons allumé un feu et nous nous sommes assis en cercle, la lumière vacillante projetant des ombres dansantes sur nos visages. L'obscurité s'approchait lentement, et avec elle, l'inquiétude grandissait. Les souvenirs de la silhouette de la veille et des mots du journal flottaient dans l'air. « Vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose ici ?» a demandé Mariana, sa voix tremblante. Ses yeux brillaient d'une peur refoulée. Je veux dire, au-delà des histoires, au-delà de nos peurs. Je me suis trouvé sans réponse. Je ne savais pas si c'était la fatigue ou l'angoisse, mais je commençais à entendre des bruits, des pas venant de la forêt, des craquements de branches, des bruissements de feuillage, quelque chose qui semblait se rapprocher. Une partie de moi voulait ignorer ces sons, mais l'autre partie, plus rationnelle, savait que quelque chose ne tournait pas rond. Alors que la nuit s'étendait, nous avons entendu un bruit de pas plus prononcé, et mes yeux se sont automatiquement dirigés vers la lisière de la forêt. Les arbres, maintenant silhouettes menaçantes dans la nuit, semblaient se resserrer autour de nous, comme si quelque chose se cachait derrière eux. C'était un jeu de lumière et d'ombre, peut-être, mais à cet instant, je ne pouvais pas le rationaliser. Les silhouettes apparaissaient et disparaissaient, un mouvement furtif que nous étions trop effrayés pour ignorer. Gabriel s'est levé, armé d'une lampe de poche, et a commencé à pointer la lumière vers l'obscurité. Mais chaque fois qu'il éclairait un coin, il n'y avait que des troncs d'arbres et des buissons. Tout était silencieux, comme si la forêt retenait son souffle. « Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça, » murmura Bianca, ses mains tremblantes se serrant autour de ses genoux. Chaque seconde qui passait devenait plus lourde, comme si l'atmosphère elle-même se chargeait d'une terreur palpable. La phrase dans le journal résonnait dans ma tête, comme un écho insistant. Ils sont là. Ils viennent. Qui étaient-ils? Et surtout, que voulaient-ils? La nuit s'est installée, et avec elle, une obscurité d'un autre monde. Les sons de la forêt s'étaient intensifiés, chaque craquement et chaque souffle du vent résonnait comme une menace. Nous étions assis en cercle autour du feu, la lumière vacillante projetant des ombres déformées sur nos visages.
Nous avons essayé de parler, de plaisanter pour alléger l'atmosphère, mais un malaise irrésistible nous paralysait. Alors que les minutes s'étiraient, les bruits de pas que nous avions entendus plus tôt sont devenus plus fréquents, plus proches. Le cœur battant, j'ai décidé de briser le silence. Écoutez, il faut qu'on reste ensemble. Peu importe ce qui se passe, on ne doit pas se séparer. Mes mots étaient remplis de détermination, mais même moi, je n'y croyais pas vraiment. Soudain, une silhouette est apparue à la lisière des arbres. Je l'ai aperçue du coin de l'œil, un mouvement furtif qui a fait vibrer mes nerfs. « Vous avez vu ça ?» ai-je chuchoté, pointant du doigt vers le noir profond. Tous les yeux se sont tournés dans la direction que j'indiquais. L'angoisse se lisait sur les visages de mes amis. « C'était quoi ?» murmura Joao, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas, » répondis-je, le cœur battant la chamade. La silhouette a disparu aussi vite qu'elle était apparue, mais la sensation d'être observé n'a fait qu'augmenter. Nous avons tous commencé à ressentir une présence, quelque chose qui planait autour de nous, comme une ombre qui se faufile dans l'obscurité. Les murmures de la forêt semblaient se rapprocher. Le vent a soulevé une bourrasque, faisant frémir les branches, et un cri lointain, une sorte de hurlement, a percé le silence. Mes amis ont sursauté, et j'ai senti le frisson de la peur me parcourir. « On doit rester calme », ai-je dit, mais ma voix tremblait. Puis, il y a eu un bruit, un mouvement près de notre campement. J'ai tourné la tête rapidement, et j'ai vu des ombres, plusieurs ombres, se glissant entre les arbres, toutes semblant se diriger vers nous. Mon esprit ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Était-ce une hallucination provoquée par la peur, ou était-ce bien réel? « On ne doit pas rester ici, » a finalement déclaré Bianca, sa voix remplie de terreur. « On doit partir. » Juste au moment où nous avons tous commencé à nous lever, prêts à fuir, la silhouette la plus proche s'est avancée. Elle était humaine, mais quelque chose dans sa posture, dans son regard, n'était pas naturel. Une présence malveillante qui semblait nous dévorer des yeux. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Les silhouettes autour de nous se sont multipliées. Une danse macabre dans l'obscurité, nous encerclant lentement. Le journal résonnait encore dans mon esprit, et je savais que nous n'avions plus de temps. Nous étions pris au piège, piégés dans une nuit où les ombres avaient pris vie. Chaque battement de mon cœur semblait crier « Ils sont là. Ils viennent. » Je me souviens encore de cette nuit où tout a commencé. J'avais eu une violente dispute avec ma petite amie, une de celles où les mots blessants fusent plus vite que la raison. Je sentais une colère sourde mélangée à une tristesse écrasante, et j'avais besoin de m'éloigner, de respirer. Sans vraiment réfléchir, j'avais pris la direction de la Golden Gate. La brume était épaisse ce soir-là, presque palpable, comme si elle cherchait à s'enrouler autour de moi. À chaque pas, je m'enfonçais un peu plus dans ce voile humide, et la silhouette majestueuse de la ponte semblait s'effacer dans cette mer de néant. Le silence pesait, interrompu uniquement par le bruit lointain des vagues se brisant contre les piliers en contrebas, et le souffle du vent qui faisait trembler les câbles. J'avançais lentement, essayant de calmer le tumulte dans mon esprit. Mais cette brume, elle avait quelque chose d'oppressant, comme si elle cachait un secret, quelque chose que je n'étais pas censé découvrir. Je n'arrivais plus à voir l'autre bout du pont, seulement un mur de brouillard, épais et impénétrable. À ce moment précis, je me sentais seul au monde, perdu au milieu de cette étendue grise. J'étais à peine à mi-chemin lorsque j'ai eu cette sensation étrange, celle d'être observé. Je m'arrêtais, tendant l'oreille, mais il n'y avait que le souffle du vent pour me répondre. Pourtant, cette impression persistait, se transformant peu à peu en angoisse. La dispute, la colère, tout cela s'effaçait pour laisser place à une inquiétude croissante. Un pressentiment, quelque chose d'invisible me guettait dans cette obscurité ouatée. Alors que je reprenais ma marche, une voix a émergé de la brume. Elle a d'abord été un murmure à peine audible, mais je l'ai entendu clairement. Quelqu'un prononçait mon nom. Le son semblait provenir de l'autre côté du pont, se frayant un chemin à travers l'épaisseur du brouillard. Ce n'était pas seulement le fait d'entendre mon nom qui m'a glacé le sang, c'était la manière dont il était dit. La voix, elle ressemblait étrangement à la mienne, mais avec une nuance déformée,
comme si elle était filtrée par quelque chose de malsain, de distant. J'ai senti mes jambes trembler légèrement, mais je me suis avancé dans la direction d'où semblait venir le son, comme attiré malgré moi. À chaque pas, le brouillard paraissait s'épaissir davantage, me privant presque totalement de la vue. Puis je l'ai vue. Une silhouette émergeait lentement de la brume, juste à quelques mètres devant moi. Elle était immobile, figée comme une statue. Quand les détails sont devenus plus nets, j'ai senti mon cœur se serrer. C'était moi. Ou du moins, c'était quelqu'un qui me ressemblait trait pour trait. La figure me fixait avec un sourire étrange, un rictus étiré qui n'avait rien de naturel. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, presque translucide sous les faibles lueurs des lampadaires filtrant à travers le brouillard. Ses yeux, bien qu'identiques aux miens, semblaient vides, comme si aucune vie n'habitait ce corps. À cet instant, je ne savais plus quoi penser. Étais-je en train de perdre la tête ou cette apparition était-elle réelle? Alors que je m'efforçais de comprendre, la silhouette a commencé à bouger, imitant chacun de mes gestes avec une précision troublante, comme un reflet déformé dans un miroir brisé. La panique m'a saisi d'un coup, et sans réfléchir, j'ai tourné les talons et commencé à courir. Mais à peine avais-je fait quelques pas que le brouillard s'est épaissi autour de moi, formant un mur dense et oppressant. Chaque inspiration devenait plus difficile, comme si l'air était lourd, chargé de quelque chose d'indéfinissable. Mes pieds résonnaient sur le sol métallique du pont, mais le son semblait étouffé, absorbé par la brume qui m'entourait. J'avais l'impression de m'enfoncer dans une prison de vapeur, chaque foulée me rapprochant davantage d'un piège invisible. Derrière moi, je pouvais encore entendre cette voix, ma voix, qui continuait à murmurer mon nom, entrecoupé de rires étouffés, comme si la silhouette se moquait de mes efforts désespérés pour m'échapper. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais je ne voyais plus rien, seulement cette masse blanche et épaisse qui semblait se refermer sur moi. L'angoisse montait, s'insinuant dans mon esprit comme une vague glacée. Je ne savais plus dans quelle direction courir. Les repères s'étaient évaporés, avalés par la nébuleuse épaisse. À un moment, mes jambes ont cédé sous la fatigue et je me suis arrêté, haletant. Autour de moi, le brouillard se tordait et se mouvait comme s'il avait une volonté propre. J'avais la sensation d'être observé de toutes parts, comme si des yeux invisibles guettaient mes moindres mouvements. La voix continuait de m'appeler, plus proche maintenant, résonnant dans ma tête. Chaque murmure me donnait l'impression de m'éloigner un peu plus de la réalité, comme si le monde que je connaissais s'effaçait derrière ce voile épais, me poussant vers un lieu où je n'étais jamais censé aller. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai finalement réussi à retrouver mon chemin hors du brouillard et à atteindre l'autre côté du pont. Mes vêtements étaient trempés par l'humidité, et mon cœur battait à tout rompre, comme si j'avais échappé de justesse à quelque chose de terrifiant. De retour chez moi, j'essayais de rationaliser ce que j'avais vécu, me disant que c'était sûrement la fatigue, l'obscurité et la brume qui avaient joué avec mon esprit. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas aussi simple. Les jours suivants, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation de malaise. Partout où j'allais, j'avais l'impression d'être suivi, comme si une ombre me guettait à chaque coin de rue. Puis, les choses ont pris une tournure encore plus troublante. Des amis et des connaissances ont commencé à me raconter qu'ils m'avaient vu errer dans différents quartiers de San Francisco, parfois tard dans la nuit, avec un air perdu. Ils disaient que je ne répondais à personne, que je marchais comme un somnambule, les yeux vides et le visage étrangement inexpressif. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, que les gens avaient vu quelqu'un qui me ressemblait. Mais les descriptions étaient trop précises pour être ignorées. Les mêmes vêtements que j'avais portés cette nuit-là sur le pont, les mêmes gestes, cette expression absente et troublée sur mon visage. Les témoignages étaient trop nombreux pour être le fruit de l'imagination collective. Une question terrifiante a alors commencé à hanter mes pensées. Si ce n'était pas moi, alors qui, ou quoi, était cette personne qui errait dans les rues à mon image? La situation devenait insoutenable, et je sentais que je devais découvrir la vérité, coûte que coûte.
Je me suis mis à rechercher les lieux où mon double avait été aperçu, traçant un itinéraire à travers San Francisco, espérant comprendre ce qui se passait réellement. Mais plus je cherchais, plus la sensation d'être piégé se renforçait. La brume, qui n'était censée être qu'un phénomène météorologique, semblait me poursuivre. Même les jours les plus clairs, il y avait toujours un léger voile dans l'air, comme un rappel constant de cette nuit sur le pont. Chaque nuit, les rêves devenaient plus intenses, plus réels. J'étais de retour sur la Golden Gate, face à cette figure qui me ressemblait, mais il y avait quelque chose de différent. La copie de moi-même me regardait avec une sorte de pitié, ou peut-être de mépris, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais encore. À chaque réveil, je me sentais de plus en plus distant du monde réel, comme si ma place dans cette réalité s'effaçait progressivement. Puis un soir, j'ai eu une révélation effrayante. Et si je n'avais jamais réellement quitté le pont cette nuit-là? Et si j'étais resté piégé dans cette brume, et que ce que je vivais maintenant n'était qu'un écho, une réplique de ma vie passée, tandis que mon véritable moi errait quelque part, perdu dans un cycle infini. Peut-être que la figure que les gens voyaient dans les rues n'était pas un double, mais le véritable moi, tandis que ce que je pensais être ma vie n'était qu'une illusion. À cette pensée, un frisson glacial m'a parcouru et j'ai compris que, peu importe ce que je faisais, la brume ne me laisserait jamais vraiment partir. Nous avions enfin décidé de partir, mon frère et moi. Le désert de Joshua Tree nous appelait depuis des années, et ce week-end semblait être l'occasion parfaite pour nous échapper de la ville. Le plan était simple. Monter la tente, passer la nuit à admirer les étoiles et capturer quelques photos du ciel nocturne. Mon frère, passionné d'astronomie, rêvait depuis longtemps de ce moment, et moi, bien que moins expérimenté avec les appareils photos, je partageais son enthousiasme. Nous arrivâmes au crépuscule, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes rocheuses, teignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Le vent était léger, soulevant parfois des tourbillons de sable qui venaient s'échouer à nos pieds. Nous montâmes rapidement le camp, installant la tente et préparant un petit feu pour la nuit. Autour de nous, l'immensité du désert s'étendait à perte de vue, avec ses formations rocheuses imposantes et ses yuccas tordus, silhouettes fantomatiques se dressant contre l'horizon. Il régnait une étrange tranquillité, un silence presque oppressant. C'était bien différent de ce que j'avais imaginé. La solitude, même choisie, pouvait être déroutante. Chaque bruit, le craquement d'une branche, le sifflement du vent, semblait amplifié. Mais cette ambiance mystérieuse ajoutait à l'excitation de notre expédition. Nous étions seuls, loin de tout, et c'était précisément ce que nous cherchions. Alors que la nuit tombait, les étoiles commencèrent à apparaître, d'abord timidement, puis par milliers, illuminant le ciel d'une lueur blanche éclatante. La Voie lactée, large et majestueuse, se dévoilait au-dessus de nous, comme une rivière de lumière traversant l'obscurité. Nous restâmes un moment à contempler cette beauté silencieuse, enivrés par le spectacle. Je n'avais jamais vu autant d'étoiles. C'était comme si le ciel était vivant, vibrant. Pourtant, malgré la magnificence du moment, une petite voix au fond de moi me disait que quelque chose n'allait pas. Alors que nous continuions à observer le ciel, quelque chose attira notre attention. Au loin, vers l'horizon, des lumières apparurent soudainement. Elles étaient étranges, plus vives et plus colorées que les étoiles habituelles. Il y en avait 3 au début, qui semblaient danser lentement, puis d'autres se joignirent à elles, formant une sorte de balai lumineux au-dessus du désert. Mon frère et moi échangeâmes un regard intrigué. Ce n'étaient pas des avions, ni des satellites. Les mouvements étaient trop erratiques, trop imprévisibles. « Tu penses que ce sont des météores ?» murmura mon frère, les yeux rivés sur le spectacle. Je secouai la tête, incertain. Les lumières ne chutaient pas comme des étoiles filantes, et parfois elles s'arrêtaient brusquement, comme si elles nous observaient en retour. Curieux et fascinés par cette vision inhabituelle, nous décidâmes de nous rapprocher. L'idée de capturer quelque chose de si mystérieux sur nos appareils photos était irrésistible. Peut-être allions-nous être témoins d'un phénomène rare, d'un événement que personne n'avait jamais documenté. Nous prîmes nos lampes torches et quittâmes le campement, avançant prudemment à travers les rochers et les arbustes,
À chaque pas, les lumières semblaient s'éloigner davantage, nous attirant plus profondément dans le désert. Pourtant, il y avait quelque chose de dérangeant dans la façon dont elles se déplaçaient, comme si elles étaient conscientes de notre présence et jouaient avec nous. Plus nous progressions, plus je ressentais une légère pression dans l'air, une sorte de tension électrique. C'était presque imperceptible, mais suffisant pour me donner la chair de poule. Le silence du désert était devenu plus lourd, et je commençais à remarquer des détails que je n'avais pas perçus auparavant. Le bruit irrégulier de mes pas sur le sable, ma respiration qui s'accélérait. Malgré ma fascination pour ces lumières, une angoisse grandissait en moi, un pressentiment que quelque chose d'inexplicable se produisait sous nos yeux. Nous continuâmes à marcher, suivant les lumières qui dansaient toujours au loin, ignorant que nous nous enfoncions dans l'inconnu. Lorsque nous atteignîmes le fond du vallon, les lumières disparurent soudainement, comme si elles n'avaient jamais existé. Le ciel, auparavant illuminé par ces points mouvants, était désormais plongé dans une obscurité totale, à l'exception des étoiles fixes. Un silence anormal s'abattit sur nous, lourd et oppressant, comme si le désert tout entier retenait son souffle. Mon frère alluma sa lampe torche et le faisceau perça à peine l'obscurité environnante, ne révélant que des rochers et quelques arbustes épars. C'est à ce moment-là que je remarquai que mon téléphone n'avait plus de réseau. Je le sortis machinalement de ma poche pour vérifier l'heure, et c'est là que je sentis une vague de confusion me submerger. Il indiquait 4h12 du matin. Pourtant, il me semblait que seulement quelques minutes s'étaient écoulées depuis notre départ du camp. Je levai les yeux vers mon frère, dont le visage blême révélait qu'il venait de faire la même découverte. Nos montres affichaient également la même heure. 5 heures s'étaient évaporées, sans que nous ayons la moindre idée de ce qui avait bien pu se passer. Une sensation de malaise s'empara de moi, s'intensifiant à mesure que nous prenions conscience de l'étrangeté de la situation. Le temps semblait s'être distordu, et avec lui, notre perception du monde. Je tentais de me rappeler les dernières heures, mais tout ce que je trouvais dans ma mémoire n'était qu'un vide profond et sombre. Il y avait une coupure, un blanc inexplicable qui laissait derrière lui une angoisse sourde. Soudain, une forte rafale de vent s'éleva, faisant grincer les rochers et crépiter le sable autour de nous. La sensation d'être observé, que j'avais ressentie plus tôt, revint avec une intensité accrue, comme si quelque chose se cachait juste hors de notre vue, dissimulé dans les ténèbres. Mon frère et moi échangeâmes un regard, et je vis dans ses yeux la même peur que celle qui grandissait en moi. Nous décidâmes qu'il était temps de retourner au campement. Mais alors que nous commencions à faire demi-tour, un doute nous frappa. Saurions-nous vraiment retrouver notre chemin dans ce désert qui semblait désormais si étranger? Nous prîmes le chemin du retour, mais le terrain qui nous avait semblé si familier quelques heures plus tôt se transforma en un labyrinthe déroutant. Les ombres des rochers prenaient des formes étranges, et chaque bruit de nos pas résonnait comme un écho lointain, amplifiant notre sentiment de désorientation. Je commençais à paniquer. Les étoiles, qui étaient notre guide au départ, semblaient maintenant se cacher derrière un voile d'obscurité, comme si elles hésitaient à nous montrer le chemin. « Tu es sûr que c'est par ici ?» demandai-je, ma voix trahissant mon inquiétude. « Je crois que oui. Mais tout a l'air différent maintenant, » répondit mon frère, l'inquiétude creusant ses traits. Je pouvais voir la sueur perler sur son front, et je ressentais moi-même une pression pesante dans ma poitrine. Le désert, qui auparavant nous offrait la beauté du ciel étoilé, devenait un endroit hostile, un paysage qui semblait vouloir nous avaler. Chaque pas nous éloignait davantage de notre campement. Je me retournais brusquement, la sensation d'être suivi me saisissant de plus en plus. Il y avait quelque chose dans l'air, une présence que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais sentir. Quelque chose qui nous observait, qui se délectait de notre peur. Nous continuâmes à marcher, et chaque fois que je regardais derrière moi, l'obscurité semblait s'épaissir, englobant les contours de la nuit. « Arrêtons-nous un moment, » proposai-je haletant. Je voulais juste prendre un instant pour essayer de me recomposer, mais mon frère ne semblait pas d'accord. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne reconnaissais pas. « Non,
Il faut avancer, insista-t-il, sa voix tremblante. Je compris alors que nous étions tous les deux sur le fil du rasoir, accrochés à la dernière lueur d'espoir. Mais cette lueur était en train de s'éteindre lentement. Chaque mouvement que nous faisions semblait résonner dans le silence, et je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de terrible se tramait autour de nous. Puis, alors que nous reprenions notre marche, nous fûmes stoppés net par un bruit à quelques pas derrière nous. Un froissement, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans l'ombre. Nous nous retournâmes lentement, le cœur battant à tout rompre, mais le désert était vide, rien d'autre que l'immensité sombre devant nous. « On doit partir d'ici, maintenant », murmurai-je, une peur sourde grignotant mes entrailles. Mais au fond de moi, je savais que le véritable danger n'était pas que nous étions perdus. C'était ce que nous ne voyions pas, ce que nous ne comprenions pas, qui nous menaçait réellement. Alors que nous poursuivions notre marche, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Chaque souffle de vent semblait chuchoter des mots incompréhensibles, comme si le désert lui-même voulait nous mettre en garde. La peur, maintenant palpable, se transforma en une véritable panique. Mon frère et moi étions plongés dans un silence anxieux. Nos lampes torches illuminant sporadiquement des ombres menaçantes qui dansaient autour de nous. Soudain, un éclat de lumière attira notre attention. À plusieurs dizaines de mètres, un faible halo scintillait, comme une étoile tombée du ciel. Espérant qu'il s'agissait de notre campement, nous nous dirigeâmes vers cette lueur, le cœur battant, mais plus nous avancions, plus l'éclat semblait reculer, comme s'il nous échappait. Je commençais à ressentir une nausée grandissante, non pas à cause de l'effort, mais à cause de cette sensation inexplicable que nous n'étions pas seuls. Une nouvelle idée me traversa l'esprit, terrifiante. Et si les lumières que nous avions suivies n'étaient pas un phénomène naturel? Et si elles étaient là pour nous attirer, pour nous égarer davantage dans ce désert hostile? Mon esprit s'emballa. Je me retournai une nouvelle fois, scrutant l'obscurité, mais rien. Juste le vide. « Tu as entendu ça ?» chuchota mon frère, brisant le silence qui pesait sur nous. Je hochai la tête. Le souffle court. Un bruit lointain, presque imperceptible, résonnait dans le noir, comme des chuchotements distants. Mais chaque fois que je tendais l'oreille, le son semblait s'éloigner. La panique s'empara de moi, et je me mis à marcher plus vite, entraînant mon frère avec moi. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, nous atteignîmes une petite crête surélevée. De là, nous devrions pouvoir voir notre campement. Je me tournai vers mon frère, prêt à lui faire part de mon soulagement, mais son visage était blême, ses yeux fixés sur quelque chose derrière moi. Je me retournai lentement, mon cœur s'emballant. À peine éclairée par la lumière de ma lampe torche, une silhouette se tenait à quelques pas. Elle était floue, indistincte, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas humaine. Mes instincts de survie prirent le dessus, et je me mis à courir, entraînant mon frère dans ma fuite. Le sol semblait vibrer sous nos pieds, et la terre elle-même semblait se dresser contre nous. Alors que nous fuyions, je sentais la présence se rapprocher, quelque chose de terrible qui voulait nous rattraper. Le désespoir s'installait dans mes pensées. Nous avions cherché une aventure, mais nous étions désormais piégés dans un cauchemar dont il semblait impossible de s'échapper. Une certitude s'installait en moi. Peut-être que nous n'étions jamais vraiment seuls dans ce désert. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.